Non mais voilà, donc du coup, je me suis beaucoup amusé jusqu'à... Nulle part, il ne s'était confié ainsi. Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur d'une révélation qui secoue le public francophone. Noa Makcam van Conjo, déclare Salvatore Adamo, laissant entrevoir un tourbillon d'émotions et de regrets longtemps tus. Sans entrer dans les détails, ces mots suffisent déjà à créer une onde de choc, éveillant curiosité, stupeur et compassion. Restez avec nous car ce que vous vous apprêtez à découvrir pourrait bien transformer votre regard sur l'homme derrière la légende. Dans la continuité du passage précédent, l'interview que Salvatore Adamo a accordée à Paris Match semblait ouvrir une brèche intime qu'il avait longtemps gardée close. À 82 ans, encore marqué par les ennuis de santé qu'il avait contraint à reporter plusieurs concerts, il parlait avec une douceur fragile, comme si chaque mot faisait remonter un pan de vie qu'il n'avait jamais osé confronter pleinement. Alors qu'il se prépare à remonter sur scène pour retrouver son public, il confiait que cette tournée avait pour lui la valeur d'un nouveau départ, d'un moment de vérité. Mais c'est en évoquant sa famille que son regard s'est assombri, comme frappé d'un souvenir qu'il ne parvient toujours pas à apaiser. Il parla d'abord de Nicole, son épouse fidèle, mère d'Anthony et de Benjamin. Puis, presque dans un murmure, il prononça le prénom d'Amélie, née en 1979 d'une relation passionnée mais clandestine avec Annette Dahl, actrice et mannequin allemande rencontrée sur un tournage. Ce simple prénom semblait suspendre le temps. Pendant près de 24 ans, Adamo avait laissé croire que la petite était la fille de Nicole, un mensonge familial qu'il porta comme un fardeau silencieux. Ce n'est qu'en 2004, lorsque la jeune femme atteignit l'âge adulte, qu'il trouva le courage de révéler la vérité. En l'évoquant, ses mains tremblèrent légèrement, comme si la culpabilité avait laissé une empreinte physique. La culpabilité est toujours là, avoua-t-il, conscient de la souffrance qu'il avait provoquée, tant chez Nicole que chez Annette, et même chez ses enfants, tous inévitablement touchés par cette histoire longtemps étouffée. Il expliqua avoir tenté de reconstruire les liens, de récupérer le temps perdu, mais il reconnaissait que tout restait délicat. Ses 3 enfants et ses petites filles vivent aujourd'hui à l'étranger, et les occasions de se retrouver se font rares, au point que chaque rencontre lui donne l'impression de courir contre le temps. Le chanteur confia qu'il sent désormais les années lui glisser entre les doigts, avec une lucidité désarmante. Et lorsqu'il parla de son avenir, son ton devint plus serein. Il n'a pas peur de la fin, seulement du fait de partir trop tôt, sans avoir vu ceux qu'il aime s'épanouir pleinement. Son souhait le plus intime, murmuré presque comme une prière, serait de vivre encore une dizaine d'années, juste assez pour assister à leur réussite, à leur choix, à leur bonheur. Puis avec un sourire mélancolique, il conclut que l'idée qui le console le plus est la suivante. On continue d'exister tant que quelqu'un se souvient de nous. Une phrase simple mais qui laissait dans l'air une profondeur inattendue, comme un écho que l'on n'oublie pas. Dans le prolongement naturel du récit précédent, le regard d'Adamo, encore embué de confidences douloureuses, semblait peu à peu se tourner vers une autre époque, celle où tout avait commencé, bien avant les regrets, bien avant les silences. Comme si, pour rééquilibrer le poids du passé, il fallait revenir aux premières étincelles, au moment qui avait façonné l'artiste qu'on admire aujourd'hui. Et soudain, en évoquant sa jeunesse, son visage s'éclaira d'une lumière différente, presque juvénile. On revoyait le jeune homme d'à peine 20 ans, timide mais animé d'une détermination farouche, montant les marches des radios belges avec une guitare trop lourda pour ses épaules, mais un monde entier dans la voix. C'est là que Sans toi, Mamie prit forme, une ballade simple, presque naïve, mais portée par une sensibilité qui traversait immédiatement les frontières. Ce titre fut sa première vague, celle qui l'emporta loin de la Sicile de son enfance pour le propulser vers la France, où la chanson trouva un écho inattendu. Pourtant, ce n'était qu'un prélude. Car c'est Tombe la neige, en 1963, qui fit basculer sa vie. On raconte que cette mélodie, douce comme un souffle d'hiver, s'est d'abord glissée timidement dans les programmations nocturnes, avant de conquérir les ondes le jour, puis les places publiques, puis les chœurs. La voix d'Adamo, chaude et mélancolique, se mêlait au silence des rues enneigées, et chacun semblait y entendre sa propre histoire. Le succès fut fulgurant,
presque irréel. Des millions de disques vendus, des traductions en japonais, en espagnol, en turc. On découvre alors un artiste universel, capable de franchir les cultures sans jamais trahir son identité. La nuit arriva ensuite comme un sceau définitif apposé sur une carrière naissante, mais déjà lumineuse. Cette chanson, avec son rythme lent et ses mots suspendus, installa Adamo à une altitude où seuls quelques rares chanteurs parviennent à se maintenir. Les salles se remplissaient, les tournées s'enchaînaient, et partout où il passait, on reconnaissait sa silhouette élancée, et cette façon si particulière de laisser vibrer les notes juste une seconde de plus, comme s'il retenait le souffle du public. Ce furent de ces œuvres-là, ce trio de chansons devenues mythiques, qui transformèrent un jeune immigrant discret en l'un des artistes les plus importants de la francophonie. Une ascension presque irréelle lorsqu'on l'entend aujourd'hui, à 82 ans, raconter son parcours avec la même modestie qu'à ses débuts. Et dans son récit coule toujours cette même émotion, intacte, comme si la neige continuait de tomber quelque part, lente et silencieuse, accompagnant chaque mot de sa mémoire. Dans la continuité naturelle du récit précédent, tandis que les premières notes de Tombe la neige semblaient encore flotter dans l'air, l'histoire se replie maintenant vers l'origine, là où tout s'est réellement forgé. L'enfance rude, discrète, mais décisive de Salvatore Adamo. Avant la lumière des projecteurs, avant même qu'il ne comprenne la puissance de sa propre voix, il y eut d'abord un garçon frêle, né en Sicile en 1943, dans un monde où chaque journée semblait peser plus lourd que la précédente. On imagine presque la petite maison familiale secouée par le vent marin, remplie de silence et de résignation. Son père, Antonio, ouvrier courageux, rêvait d'un avenir qu'il ne trouvait pas sur sa terre natale. Sa mère, Concetta, veillait sur la fratrie avec cette tendresse mêlée d'inquiétude que seules les mères du Sud savent exprimer. L'Italie d'après-guerre était un pays meurtri, et la Sicile particulièrement vivait dans la pauvreté, les pénuries et l'instabilité. C'est dans ce décor qu'Adamo fit ses premiers pas, observant très tôt le visage de la dureté, apprenant que rien ne s'obtient sans effort. Puis vint le grand bouleversement. L'exil. Antonio quitta l'île pour travailler dans les mines du Borinage, en Belgique, espérant offrir à sa famille une vie digne. Pendant de longs mois, Salvatore n'avait de son père que quelques lettres, parfois tachées de poussière noire. Lorsque la famille finit par rejoindre Antonio, le jeune garçon découvrit un pays où la langue lui était étrangère, où le froid mordait les joues et où les rues industrielles semblaient avaler toute couleur. Mais c'est précisément dans cette grisaille que la sensibilité d'Adamo commença à prendre forme. Trop timide pour se mêler immédiatement aux autres enfants, il trouva refuge dans les livres, la musique et surtout dans l'écriture. À l'école, il se heurtait parfois à l'incompréhension, à cet accent sicilien qui trahissait son origine. Les journées étaient libres longues, ponctuées de travail scolaire et de tâches familiales, car chez les Adamo, chaque main comptait. Pourtant, malgré la précarité et le déracinement, une chose restait intacte, la chaleur de la cellule familiale. Le soir, tandis que la pluie belge frappait les vitres, Antonio prenait sa mandoline et les mélodies italiennes emplissaient la petite maison. C'est peut-être là, dans cet entrelac de nostalgie et de tendresse, que naquit le premier élan artistique du jeune Salvatore. Il observait son père jouer, puis fermait les yeux, laissant les notes s'attarder en lui comme une promesse. La voix, alors timide, se déployait doucement, presque en secret. Plus tard, il dira que cette musique fut son premier véritable refuge, celui qui l'aida à supporter les moqueries et les regards étrangers. L'enfance d'Adamo fut donc une succession de contrastes. Pauvreté et poésie, solitude et rêve, froid du nord et chaleur méditerranéenne. Rien n'y était facile, mais tout y était fondateur. Chaque obstacle rencontré, chaque humiliation surmontée, chaque silence observé autour de la table familiale contribua à façonner l'homme qu'il deviendrait. Et lorsque des années plus tard, sa voix toucherait des millions de cœurs, on comprendrait enfin que cette sensibilité troublante, cette capacité unique à raconter la fragilité humaine, avait pris racine bien avant la gloire. Au cœur d'une enfance modeste, marquée par l'exil, la lutte, mais aussi par une douceur indestructible.
Cette douceur que, même aujourd'hui, à 82 ans, son regard n'a jamais vraiment perdu. Dans la continuité fluide de ce récit, alors que l'ombre de son enfance difficile s'efface doucement pour laisser place aux années de construction, la vie personnelle de Salvatore Adamo apparaît comme un paysage tout aussi complexe, fait de fidélité, de fractures et de tendresse silencieuse. Car derrière l'artiste reconnu dans le monde entier, il y a toujours eu un homme profondément attaché à ses racines affectives. Un homme pour qui la famille, malgré les bouleversements, reste une colonne invisible mais essentielle. Lorsque les premiers succès commencent à affluer, Adamo n'est pourtant pas happé par le tourbillon de la célébrité. Très tôt, il trouve auprès de Nicole, la femme qui deviendra son épouse, une stabilité rare dans l'univers agité du spectacle. Leur rencontre ne fut pas un coup de tonnerre hollywoodien, mais plutôt une évidence douce, une complicité qui se tissa avec le temps. Nicole n'était pas seulement une partenaire de vie, elle fut aussi un ancrage, une présence discrète mais solide, capable d'absorber les tensions d'une carrière en pleine ascension. Ensemble, ils construisirent une famille qui, malgré les secousses, n'a jamais cessé de le définir. Leur premier fils, Anthony, né en 1969, au moment massin où Adamo enchaîne les scènes. Le second, Benjamin, arrive en 1980, complétant un foyer que l'artiste tente de protéger des feux médiatiques. Mais l'histoire familiale n'a jamais été parfaitement rectiligne. Il y eut aussi Amélie, née en 1979, fruit d'une relation longue et secrète avec Annette Dahl. Cette naissance, qui marquera durablement la vie intime du chanteur, reste une cicatrice délicate, mais aussi un lien qui, avec le temps, trouve sa place dans l'ensemble du tableau familial. Dans le quotidien, Adamo n'est pas l'icône inatteignable qu'on pourrait imaginer. Il vit depuis des décennies en Belgique, pays où sa famille s'était installée lorsqu'il n'était encore qu'un enfant. La maison familiale, chaleureuse et sans extravagance, a toujours été pour lui un refuge, un lieu où il pouvait redevenir simplement Salvatore, loin des applaudissements, loin des projecteurs. Ce n'est pas un palais de stars, mais une demeure empreinte de souvenirs. Les rires des enfants dans les couloirs, les repas partagés, les partitions éparpillées sur les tables, comme si la musique ne parvenait jamais à quitter totalement les lieux. Aujourd'hui encore, à plus de 80 ans, il continue de vivre entre simplicité et nostalgie. Ses enfants, désormais adultes, ont construit leur vie à l'étranger, ce qui rend les réunions familiales plus rares, mais d'autant plus précieuses. Lorsqu'il en parle, sa voix s'adoucit, comme si chaque souvenir ouvrait une fenêtre sur un bonheur fragile, difficile à retenir mais impossible à oublier. Et à travers toute cette vie intime, un élément demeure constant. L'attachement viscéral à son foyer belge, ce port d'attache comme il aime l'appeler. C'est là qu'il écrit, qu'il se repose, qu'il relit les pages de sa vie avec la sagesse des années. Là aussi que Nicole veille encore à ses côtés, parfois dans le silence, parfois dans un échange léger, toujours avec cette fidélité indéfectible qui traverse les décennies. Ainsi, la vie personnelle de Salvatore Adamo apparaît comme un enchevêtrement délicat de joie, d'erreur, de loyauté et de recomposition. Une vie imparfaite, humaine, vibrante, où l'homme n'a jamais cessé de vouloir protéger ce qu'il aime, même lorsque le destin lui imposait des détours douloureux. Une vie qui, vue de près, révèle une sensibilité aussi profonde que celle de ses chansons. Dans la continuité directe du passage précédent, alors que l'on croyait avoir déjà entrevu toute la sensibilité intime de l'homme, un nouveau pan de sa vie quotidienne se déploie, révélant à quel point l'univers domestique de Salvatore Adamo fut, au fil des décennies, le moteur discret de sa créativité et de sa résilience. Comme si derrière chaque chanson, derrière chaque émotion offerte au public, il y avait l'écho d'un instant vécu au sein de cette maison belge qu'il a vu grandir, aimer, tomber, se relever. Et plus on s'enfonce dans ce récit, plus l'on comprend que la vie familiale d'Adamo n'est pas une simple toile de fond, mais un espace mouvant, vibrant, parfois conflictuel, toujours déterminant. Dans son foyer, la musique n'était jamais un intrus. Elle se mêlait aux odeurs de cuisine, aux pas feutrés dans les couloirs, aux conversations tardives. Nicole, bien qu'éloignée du monde du spectacle,
avait appris à apprivoiser cette présence permanente, cette façon qu'avait Salvatore de laisser flotter une mélodie au milieu d'un dialogue, ou d'interrompre une phrase parce qu'un vers venait de lui traverser l'esprit. Elle ne s'en offusquait pas. Elle savait que ce geste n'était pas une fuite, mais une nécessité vitale chez lui. Les enfants, eux, grandirent dans un environnement où la notoriété de leur père était à la fois omniprésente et soigneusement tenue à distance. Anthony se souvenait des soirées où, au lieu de se rendre à des événements mondains, son père choisissait de rester à la maison pour lire une histoire, vérifier un devoir ou simplement regarder la télévision ensemble. Benjamin, plus jeune, évoquait souvent la tendresse silencieuse de Salvatore, cette façon de poser une main sur son épaule sans un mot, comme pour lui transmettre une force tranquille qu'il ne parvenait pas toujours à exprimer autrement. Mais la vie n'était pas qu'harmonie. Les périodes de tension n'étaient non pas rares. Résultat des absences prolongées, des tournées qui l'emportèrent de continent en continent, des nuits d'écriture où il s'enfermait dans son bureau en oubliant presque l'heure. Nicole en souffrait parfois, mais jamais elle ne remit en doute le chemin qu'ils avaient choisi ensemble. À chaque retour, Adamo tentait de rééquilibrer la balance. Un dîner préparé, une promenade improvisée, une attention particulière pour chacun des enfants. Amélie, durant longtemps, occupa une place difficile dans ce puzzle familial. Non pas par rejet, mais parce que son existence, révélée tardivement, fit remonter à la surface des fragilités que tous tentaient de maîtriser. Pourtant, au fil des ans, des ponts furent reconstruits. Salvatore, avec une douceur presque maladroite, tenta de rattraper les gestes manqués. Les rencontres, d'abord brèves, devinrent plus longues, puis plus régulières. Et même si rien ne vint effacer totalement les années de silence, une nouvelle forme de relation prit racine. Sincère, fragile, mais réelle. Aujourd'hui, lorsque l'artiste parle de ses enfants, la fierté envahit son regard. Il évoque leur parcours, leur choix de vie, leur indépendance géographique, non pas comme une séparation douloureuse, mais comme une preuve que chacun a trouvé sa voie. Certes, leur éloignement lui pèse parfois, mais il s'y résigne avec cette lucidité douce amère propre aux pères vieillissants. Ceux qui savent que laisser partir fait aussi partie de l'amour. Sa maison, elle, reste le témoin silencieux de tous ces moments. Située dans un quartier calme, entourée d'arbres qu'il voit grandir année après année, elle respire la mémoire des pas d'enfants, des nuits d'écriture tourmentées, des retours tardifs après un concert triomphal. Dans son bureau, les murs sont tapissés de livres, de photos de tournée, de partitions annotées, mais aussi de dessins offerts par ses enfants il y a des décennies. Rien n'y est ostentatoire, tout y est vivant. Au fil des ans, la demeure s'est transformée en cocon, en refuge indispensable face aux exigences du métier. Là, il cultive un jardin qu'il entretient lui-même, taillant les rosiers avec la même précision qu'il met dans ses textes. Là, il reçoit quelques amis intimes, partageant un café ou un repas simple, loin des paillettes. Là surtout, il retrouve la présence silencieuse de Nicole, toujours fidèle, toujours discrète, dont la patience et la constance ont, à bien des égards, assuré l'équilibre de toute la structure familiale. À mesure que l'on avance dans ce chapitre intime, on comprend que la vie personnelle d'Adamo ne fut ni un conte de fées, ni une suite d'épreuves écrasantes. Elle fut un chemin malléable, fait de beauté et de rupture, de fidélité et de réparation, de chaleur et de manque. Un chemin profondément humain, où l'homme se confronte à ses propres limites, mais ne cesse jamais d'aimer, de protéger, d'espérer. Et cette humanité-là, palpable, presque visible à travers chaque geste, chaque parole, s'inscrit comme la toile secrète derrière laquelle ces chansons ont trouvé leur vérité. Une vérité qui, même aujourd'hui, continue de vibrer au rythme de sa vie, entre les murs simples de cette maison belge où tout, absolument tout, a laissé une trace. Dans le prolongement direct du passage précédent, alors que la maison belge d'Adamo apparaît déjà comme un sanctuaire fragile et chargé de souvenirs, un autre détail de son quotidien s'ouvre, révélant une facette encore plus intime de sa vie. Celle d'un homme qui, malgré la célébrité et les épreuves, n'a jamais cessé de chercher l'équilibre entre le tumulte du monde et la paix intérieure. À mesure que les années passaient, cette quête silencieuse devint presque une seconde nature, un fin fil qui reliait tous les fragments de sa vie. Sa famille, sa musique, ses solitudes, ses espoirs. Chaque matin,
Adamo se levait tôt, bien avant que la maison ne s'anime. Nicole dormait encore, les rideaux laissèrent de filtrer la lumière pâle du jour naissant et lui avançait lentement dans le couloir pour ne réveiller personne. Il descendait l'escalier en bois, un escalier qui avait entendu les pas précipités de ses enfants, puis ceux plus hésitants de l'âge. Dans la cuisine, il préparait un café noir, fort et amer, un rituel presque sacré qui marquait le début de toutes ses journées depuis des décennies. Puis il s'installait près de la fenêtre, observant les arbres, la rue silencieuse, les premières traces de vie autour de lui. C'était son moment. Celui où il retrouvait ce qu'il appelait la respiration du monde. Un instant de pure simplicité qui lui rappelait que, malgré tout, la vie continuait à sa manière, lente et douce. Ce calme apparent contrastait parfois avec les tourments intérieurs qui, même à un âge avancé, ne disparaissaient jamais tout à fait. Les souvenirs du passé, ses choix, ses erreurs, ses blessures, revenaient le visiter par vagues. Non pas pour le hanter, mais pour lui rappeler qu'il avait vécu pleinement, intensément, parfois maladroitement, mais toujours sincèrement. Les visages de ses enfants défilèrent dans sa mémoire. Anthony avec sa rigueur tranquille, Benjamin avec son énergie plus vive, Amélie avec cette délicatesse qui lui rappelait tant sa propre sensibilité lorsqu'il avait son âge. Chacun d'eux, à leur manière, incarnait une part de lui qu'il n'avait jamais entièrement su exprimer par des mots. Alors parfois, il écrivait des lettres qu'il n'envoyait jamais, des mots pour dire ce qui restait coincé entre le cœur et la voix. Ces lettres dormaient dans un tiroir de son bureau, traces muettes d'un père pudique mais profondément aimant. L'après-midi, lorsque ses forces le permettaient, il marchait dans les environs. Les voisins le saluaient avec respect mais sans insistance. La discrétion du quartier avait toujours été l'un des aspects qu'il appréciait le plus. Certains anciens l'avaient vu arriver jeune homme, d'autres l'avaient en vue devenir père, puis grand-père. Dans ces rues, il n'était pas l'icône Adamo, mais simplement Salvatore, l'homme qui aimait les promenades lentes et les discussions impromptues au coin d'un jardin. Il s'arrêtait parfois devant une boulangerie où l'odeur du pain chaud lui rappelait son enfance en Sicile, ou devant un lampadaire sous lequel, des années plus tôt, il avait trouvé le vers d'une chanson en rentrant d'un concert. Toute la ville était tissée de fragments de sa mémoire. Dans sa maison, la vie s'organisait aussi autour de petites habitudes que Nicole entretenait avec une patience presque sacerdotale. Elle veillait à ce que le bureau reste ordonné, tout en sachant que, tôt ou tard, il y laisserait de nouveau traîner des partitions, des livres ouverts, des photos anciennes, des objets qui semblaient nous flotter dans un désordre créatif. Parfois, ils déjeunaient ensemble en silence, mais ce silence-là n'était jamais pesant. Il ressemblait plutôt à une complicité installée au fil des décennies, une manière d'être ensemble sans avoir besoin de combler chaque minute de parole. Le plus étrange, peut-être, était la manière dont la maison devenait un théâtre invisible lorsque les enfants venaient lui rendre visite. Le salon, souvent calme, se remplissait alors de voix, d'accents, d'éclats de rire qui résonnèrent dans les pièces longtemps après leur départ. Ces moments-là étaient ceux qu'il chérissait le plus, même si leur brièveté lui rappelait la distance géographique qui le séparait d'eux au quotidien. Pour compenser, il conservait des objets simples mais significatifs. Un dessin d'enfant, une serviette oubliée, un jouet resté dans un coin. Ces traces lui suffisaient pour réanimer le sentiment d'une présence familière. Le soir, lorsque la lumière déclinait, Adamo se retirait souvent dans son bureau pour laisser la musique reprendre ses droits. Il jouait doucement, parfois jusqu'à ce que Nicole vienne frapper à la porte pour lui rappeler l'heure. Les notes qui s'échappèrent de sa guitare ou de son piano n'étaient plus celles du jeune artiste en pleine ascension. Elles avaient gagné en profondeur, en maturité, en fragilité aussi. Comme si chaque son portait désormais la sagesse d'une vie entière. Parfois, il composait encore. D'autres fois, il se contentait de rejouer des mélodies anciennes, revisitées par le passage du temps. Et lorsque la nuit tombait complètement, l'ombre de la pièce se transformait en écrin pour sa voix, toujours aussi douce, toujours aussi particulière, semblable à un murmure qui traverse les années. Tout dans la vie privée d'Adamo respirait ainsi une forme de lenteur apaisée, entre nostalgie et gratitude. Une vie simple, ordinaire en apparence, mais extraordinairement riche dès qu'on en soulevait les couches invisibles.
Une vie construite autour de l'amour, du travail, du pardon, de la musique. Une vie où chaque détail, un jardin, une photo, un repas partagé, une chanson qui renaît doucement, se tisse dans un ensemble cohérent qui révèle plus que jamais l'homme derrière l'artiste. Et plus l'on avance dans ce récit, plus l'on comprend que la maison, la famille, les souvenirs, tout cela forme un univers profondément vivant. Un univers où Adamo continue de marcher avec la même pudeur et la même intensité qu'autrefois, comme si chaque journée était une dernière page qu'il veut écrire avec douceur. En découvrant la vie intime de Salvatore Adamo, ses combats silencieux, ses regrets assumés et son affection profonde pour ceux qu'il aime, nous comprenons à quel point l'artiste que nous admirons depuis des décennies est, avant tout, un homme profondément humain. Derrière les chansons mythiques se cache un cœur sensible, marqué par la fragilité, le courage et la volonté de réparer ce qui peut l'être encore. Si cette histoire vous a touché, si vous sentez en vous une once de tendresse ou de compassion pour cet homme qui continue de marcher avec dignité malgré les années, alors n'hésitez pas à soutenir cette vidéo. Un simple like, un partage ou un abonnement à la chaîne nous aide à faire vivre ces récits précieux, à transmettre des histoires qui méritent d'être entendues. Laissez un commentaire aussi. Dites-nous ce que vous ressentez face à ce parcours fait d'erreurs, d'amour et de résilience. Et surtout, retenons ensemble une leçon essentielle. Il n'est jamais trop tard pour aimer, pour demander pardon, pour tendre la main. Tant qu'il reste du temps, il reste une chance d'embellir ce qui nous entoure.